Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier Mobile Talk de la série dédiée au marché du VO en Europe et de ses innovations. Quelques chiffres pour commencer. En 2020, le marché européen de la voiture d'occasion est estimé à 410 milliards. C'est un marché très fragmenté, soumis à de macro-tendances et certains analystes prédisent qu'à horizon 2025, 10% de la vente de véhicules d'occasion devrait se faire en ligne. Alors, tout ça, c'est poussé par de nouveaux entrants et puis des acteurs un peu plus établis qui prennent de plus en plus le pas de la digitalisation. Donc aujourd'hui, tout au long du mois, on va vous proposer une série de Mobility Talk pour permettre de décrypter ces grandes tendances du véhicule d'occasion. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Hanoul, qui est partenaire automotive chez Roland Berger, pour dresser un premier panorama du sujet. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Non, merci à toi. Je suis ravi d'être là ce matin avec vous tous pour parler VO. Et donc très rapidement, effectivement, je suis associé au sein du cabinet Roland Berger. Je couvre les sujets VO pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, en fait, les constructeurs, les distributeurs, les acteurs des petites annonces, les leasers, etc. Voilà, tous les acteurs qui gravitent autour du marché VO. Donc, ça aurait été un expert privilégié. Ouais. J'en profite aussi pour dire que je t'avais découvert grâce à une étude, un report que voilà, tu avais publié, que je recommande à tous. Vous le savez, ce talk, il est proposé par le Mobility Club, une plateforme d'accélération pour les acteurs de la mobilité qui permet de les accompagner dans leur stratégie d'innovation et leur capacité à décrypter les grandes tendances de la mobilité. Vous êtes habitué à l'exercice maintenant, n'hésitez pas à utiliser la section de chat pour dire salut, vous présenter et la section de questions. On en prendra quelques-unes à la fin de notre échange avec Olivier. Olivier, je te propose de débuter par la première question. Est-ce que tu peux nous parler des grandes tendances pour la première question qui permet de poser le contexte, les grandes tendances observées sur le marché du véhicule d'occasion en Europe? Oui, bah alors, la première tendance, en fait, c'est qu'il y a un engouement assez fort autour du marché du véhicule d'occasion en ce moment, parce que le VO est de plus en plus intéressant pour les acteurs traditionnels pour différentes raisons. Si on regarde du point de vue des constructeurs, en fait, les constructeurs ont une stratégie globale de descente de la chaîne de valeur, étant donné qu'en temps normal, si on met entre parenthèses la période Covid, le niveau de marge est assez faible sur la vente de VN. Et du coup, la plupart des constructeurs cherchent à descendre la chaîne de valeur en renforçant leur positionnement sur le leasing, la vente de pièces détachées, l'entretien et donc aussi le VO. Sur le long terme, le modèle ultime envisagé par certains constructeurs, c'est de plus vendre de véhicules, mais de les louer et du coup de capter toute la marge aval associée au financement, à l'assurance, à l'entretien et aux transactions. Et sur le court terme, le VO, ça permet aux constructeurs de booster les ventes de pièces détachées, de faciliter les ventes VN, bien sûr. Et puis, c'est de plus en plus important de maîtriser le marché du véhicule d'occasion pour maîtriser les valeurs résiduelles et donc à offrir des leasings compétitifs. Donc ça, c'est pour les constructeurs. Pour les banques captives des constructeurs ou pour les acteurs indépendants des services financiers, le VO représente un relais de croissance assez intéressant au VN, avec des VO qui sont de plus en plus chers et qu'on vend de manière de plus en plus rapide, en fait, avec des cycles de détention qui se raccourcissent. Ensuite, pour les distributeurs, en fait, il y a pas mal de distributeurs qui se rendent compte que quand le business VO est bien géré, c'est un business assez rentable. Il y a une forte disparité chez tous les distributeurs dans leur niveau de professionnalisation du VO. Mais c'est d'autant plus intéressant pour eux qu'en fait, leurs autres business sont mis sous pression parce que la vente de VN est mise sous pression avec le passage au modèle d'agent. Et puis, toute l'activité pièces détachées et ateliers sont mises sous pression avec l'électrification, car les véhicules nécessitent moins d'entretien. Et idem, les acteurs indépendants de l'entretien souffrent également de l'électrification et ils voient une opportunité d'utiliser leur réseau pour distribuer des VO. Donc voilà ce qui pousse tous les acteurs traditionnels en fait à s'intéresser au VO
Et en plus de tout ça, la grosse tendance, c'est la digitalisation du marché. Donc une digitalisation qui impacte toute la chaîne de valeur, digitalisation des ventes, bien sûr, mais qui entraîne des changements profonds sur le business model. On y reviendra. Digitalisation des opérations. Et cette digitalisation, en fait, elle crée des opportunités business et elle rend le marché aussi attractif pour des nouveaux acteurs qui viennent s'intéresser au VO, en plus de tous les acteurs historiques que j'ai mentionnés précédemment. Et en fait, beaucoup d'acteurs se disent que c'est un marché qui peut être assez profondément disrupté, d'une part parce qu'il y a des gros leviers de productivité qui peuvent être mis en œuvre, et puis d'autre part parce que c'est un marché avec une concurrence très fragmentée, et beaucoup d'acteurs n'auront pas nécessairement la capacité d'investissement pour suivre cette tendance de digitalisation. Et justement, peut-être si on descend d'un cran, on parlait d'acteurs, il y a des traditionnels et des nouveaux entrants. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples sur ces acteurs établis et ces acteurs nouveaux, les nouveaux entrants, qui innovent vraiment sur ce marché du VO? Ouais, effectivement, on voit des nouveaux acteurs rentrer sur toute la chaîne de valeur du VO. Si on prend quelques exemples sur je sais pas, les logiciels, par exemple VO pour concessionnaire, en France, on a eu B2Link qui permet de gérer efficacement le business VO, là où les logiciels traditionnels des concessionnaires le géraient souvent assez mal, en fait. On peut prendre l'inspection automatique. On a vu ProStation qui permet d'automatiser l'inspection avec un portique. Il y a d'autres acteurs qui proposent des solutions un peu moins performantes, mais sans infrastructure, basées sur l'utilisation uniquement de photos qui peuvent être prises avec des smartphones. Il y a toutes les plateformes de petites annonces qui essaient d'évoluer vers le transactionnel. Il y a la plateforme iCar, autour de laquelle plusieurs constructeurs se sont alliés. Il y a des acteurs qui émergent aussi côté logistique pour proposer des services B2B end-to-end qui vont jusqu'à l'intégration d'un API sur le site de client. Il y a il y a des acteurs qui innovent sur les solutions de paiement pour avoir un paiement en ligne simple, également un financement en ligne simple. Et puis ensuite, il y a bien évidemment tous les acteurs qui vendent des voitures, qui innovent, que ce soit sur le segment B2B, comme Autosphère Pro, par exemple, qui facilite et digitalise les transactions B2B, comme d'autres acteurs l'ont fait sur d'autres régions, comme TradeRev, par exemple, en Amérique du Nord. Sur le C2B, donc l'achat cash au particulier, vous connaissez probablement AutoOne, qui est l'acheteur cash européen allemand qui a explosé. Et puis sur le B2C, il y a effectivement pas mal de nouveaux acteurs ou d'acteurs qui ont évolué. Donc dans les nouveaux acteurs, il y a typiquement Kazoo ou la branche B2C d'AutoOne, justement, AutoHero, qui se sont développés. Il y a aussi Aramis qui fait évoluer son business model pour être de plus en plus digital. Et puis, il y a aussi des acteurs un peu plus traditionnels, des leasers qui descendent la chaîne de valeur, et également des distributeurs traditionnels. On peut encore mentionner Autosphère, typiquement, qui a fait évoluer son business model sur la distribution de VO en ligne. Et les grandes innovations, si on se concentre sur le B2C, qui est le segment qui concentre les investissements aujourd'hui, tous ces nouveaux acteurs, qu'est-ce qu'ils font en termes d'innovation? Ils fournissent une excellente expérience client en ligne, avec des sites très ergonomiques, des moteurs de recherche avancés, des systèmes d'alerte, un inventaire à jour en temps réel, énormément d'informations sur les véhicules, photos, vidéos, descriptions poussées de l'état du véhicule, etc. Ils fournissent une transparence des prix, ils fournissent un service commercial à distance efficace. C'est-à-dire qu'en général, on n'achète pas uniquement en se baladant sur le site internet, on appelle un service client qui sait conseiller. Ça reste assez compliqué de vendre un véhicule. Ils fournissent des prix de reprise raisonnables, très, très proches du marché, sans décote une fois que le véhicule est inspecté, ce qui freine souvent les clients. Ils fournissent un achat en ligne qui est très simple du point de vue du paiement, du financement, un achat en ligne qui est aussi simple du point de vue administratif.
Ensuite, une livraison rapide du véhicule, potentiellement à domicile, avec une reprise potentiellement faite également à domicile, et des conditions de remboursement très souples et des conditions de garantie rassurantes pour lever les derniers freins qu'il pourrait y avoir à un achat en ligne. Et du coup, effectivement, tu le disais en introduction, hein, on estime qu'aujourd'hui, en Europe, on a environ 5% des ventes qui sont réalisées en ligne. Donc, la définition qu'on met derrière, c'est en fait un engagement ferme qui est pris par le client à distance sans avoir vu le véhicule, et qu'à un horizon de 5 ans, ces 5% devraient doubler et passer à 10%, ce qui est déjà en fait le taux de digitalisation du marché du véhicule d'occasion aux États-Unis. Ouais, absolument. Alors, on voit bien comment la digitalisation, en fait, ça permet d'offrir de nouveaux services côté front, hein, côté client, côté utilisateur, une nouvelle expérience. Mais si voilà, on prend du recul et on se passe plutôt côté opérationnel, voilà, dans ces acteurs-là, comment, en fait, la digitalisation permet de transformer ces modèles opérationnels, de mieux faire le job, en fait. Ouais, donc en fait, c'est pas juste avoir un beau site web, hein, vendre des véhicules en ligne, ça impacte vraiment très profondément le business model. Parce que qu'en fait, quand on vend en ligne, on n'a plus besoin de showroom, et on n'a plus besoin d'effectuer le reconditionnement des véhicules de la même manière. Et du coup, bah, pour nous, les six facteurs de succès qui sont importants, hein, pour un business de B2C en ligne, c'est les suivants. Le premier, c'est d'avoir une marque, hein, donc c'est très important. C'est important, bah, pour faire l'acquisition client. C'est aussi important pour rassurer, parce que c'est quand même un investissement significatif, et une marque rassure les clients. Ensuite, il faut vraiment tirer profit de ce que peut offrir le online, et c'est-à-dire, faut faire levier sur la data, en fait. Donc, tous les acteurs qui vendent en ligne, le but, hein, pour eux, à la manière d'un Amazon, c'est de générer du trafic, de l'engagement sur leur site, et du coup de collecter de la donnée, et de l'enrichir avec tout un tas de données de marché externes. Et ça permet d'optimiser les opérations sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que typiquement, s'il y a 5 personnes d'entre nous qui demandent une Mégane blanche qui a 3 ans d'ancienneté sur un site internet d'un acteur en ligne, bah, même s'il n'a pas en ligne, dans la minute qui suit, les gens qui font le sourcing vont avoir cette commande parce qu'on sait qu'on a des acheteurs potentiels qui sont prêts à acheter à tel prix. Donc ça, c'est juste un exemple sur le sourcing. Sur la logistique et le reconditionnement, bah, le but, c'est de passer en flux tiré. Sur les ventes, c'est de faire du pricing dynamique, et de pousser les bons véhicules en ayant compris précisément les besoins clients. Donc ça, c'est tous les aspects data, très importants, le deuxième facteur de succès pour nous. Ensuite, le troisième, c'est de combiner le en ligne et des points physiques, hein, parce que bah, il faut quand même distribuer ces véhicules, et même avec une livraison à domicile, il faut des points de livraison, en fait. Donc, il y a tout ce footprint qui est complètement différent du footprint d'un acteur traditionnel. C'est important pour l'optimisation des coûts, et ça peut être aussi important pour faire connaître la marque. Ensuite, quatrième facteur de succès, c'est les centres de reconditionnement, hein. Je le disais, quand on n'a plus de showroom, on n'a plus besoin de faire le reconditionnement juste à côté des showrooms, et on peut industrialiser le process. Ça permet en fait d'être plus lean, d'être plus efficace en termes de coûts, et puis aussi surtout d'optimiser le lead time, hein, qui est clé pour les acteurs du VO. Il faut faire tourner les actifs. Et puis ensuite, il y a toute la question de la maximisation de la valeur de reconditionnement. C'est-à-dire, quelle pièce je reconditionne, comment je la reconditionne, hein. Pour la carrosserie, il peut y avoir des réparations plus ou moins poussées et coûteuses, par exemple.
en mettant en face le bénéfice client et le premium de prix qu'on va pouvoir faire passer. Donc ça fait aussi partie de l'expertise des acteurs de la vente en ligne. Il faut bien gérer, cinquième point, ces flots logistiques, parce qu'on se met à avoir des flux logistiques importants entre les centres de l'achat des véhicules, les centres de reconditionnement et puis les clients finaux. Et puis, sixième point, il faut réussir à avoir un sourcing qui est assez diversifié pour être capable de répondre aux attentes des clients. Donc voilà, c'est une transformation assez profonde du business model. Nous, on pense qu'en fait, ces acteurs digitaux, ils vont avoir une compétitivité qui va continuer de croître avec des effets d'échelle sur la construction de la marque, sur leur plateforme IT, sur la logistique, etc. Et que ça va aussi tendre à augmenter leur rentabilité avec un marché qui sera moins fragmenté. Parce qu'en fait, chacun de ces facteurs clés de succès que j'ai mentionnés représente des investissements très significatifs et du coup, autant de barrières à l'entrée pour des acteurs qui n'auraient pas cette capacité d'investissement, en fait. Complètement. Merci pour cette analyse là sur le premier, sur l'image de marque. On voit bien que Cazoo met beaucoup d'efforts sur ce sujet-là en sponsorisant énormément de compétitions sportives Oui, et attaché dedans, ça consomme beaucoup. J'avais fait l'analyse sur Carvana, un acteur qui a 10 ans. On était sur plusieurs centaines de millions d'euros d'investis uniquement pour créer la marque, en fait. J'avais fait cette analyse il y a déjà quelques temps. Je pense d'ici quelques années, ils passeront le milliard. Donc oui, créer une marque, ça coûte énormément d'argent. Complètement. Je vois que nous avons déjà quelques questions posées dans la section dédiée. N'hésitez pas à en poser d'autres. On en prendra quelques-unes après. Une toute dernière question pour toi, Olivier. Justement, on parlait de Carvana, Cazoo. Il y a une actualité récente. Voilà, il y a une forte baisse en fait de la cote de ces acteurs de vente en ligne, Carvana, Cazoo, Aramis. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet? Donc effectivement, ils ont tous dévissé en bourse. La palme revenant à Carvana, dont le cours de bourse a été divisé par 10 depuis août dernier. Donc les principaux facteurs qui expliquent ça, le premier, c'est que on a une hausse des taux qui pénalisent en bourse toutes les valeurs de croissance et qui favorisent au contraire les valeurs de rendement. Et typiquement, les Carvana et Cazoo sont des valeurs de croissance. Ils ne cherchaient pas du tout je caricature un peu, mais ils ne cherchaient pas la rentabilité. Ils cherchaient la croissance. Et du coup, là, les marchés sont plus prêts à financer de telles pertes. Carvana a des pertes de plus d'1 milliard annuel, 650 millions d'euros, je crois, pour Cazoo. Enfin, voilà, les marchés sont plus prêts à financer à ce point la croissance. Donc ça, c'est le premier facteur assez externe. Et puis ensuite, on a eu des facteurs qui sont cette fois propres au marché du VO. On a un marché qui se grippe alors qu'il a été très porteur durant la pandémie. Donc en fait, là, c'est un peu le retour un peu violent à la réalité. On a une rareté des VO qui a été plutôt profitable au début on a une rareté des VO qui commence à limiter le marché. Ça s'est pas trop senti au début de la pandémie, mais maintenant, comme on a moins de VN qui ont été vendus, on a moins de VO récents. Et au début, la pénurie de VN elle a plutôt boosté les VO. Les gens se sont reportés vers des véhicules d'occasion restants. Mais maintenant, on a vraiment aussi une pénurie de VO. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, c'est un peu lié, mais on a maintenant un problème d'adéquation concernant le prix entre l'offre et la demande. Parce que d'un côté, on a des acheteurs dont le pouvoir d'achat décroît. Alors que typiquement, aux États-Unis, le pouvoir d'achat avait plutôt cru avec de l'argent qui avait été distribué directement
au particulier par le gouvernement américain. Mais là, le pouvoir d'achat des acheteurs, il décroît parce que les taux d'intérêt augmentent, ça impacte le financement des véhicules, il y a de l'inflation et puis il y a un ralentissement de la croissance économique. Et en face, on a une augmentation du prix des véhicules d'occasion, qui est liée à la rareté des VO et à l'augmentation du prix aussi sur les VN, étant donné la rareté de l'offre. Mais du coup, ça fait qu'en fait, le marché, c'est pas mal grippé. Et puis après, moi, je pense qu'il y a un autre facteur qui est aussi des marchés boursiers qui surréagissent, hein, c'est-à-dire que les valorisations des Cazoo et Carvana étaient sûrement trop hautes il y a quelques mois. Le business du véhicule d'occasion, ça reste quand même un business à marge relativement faible. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a une réaction un peu excessive des marchés, c'est-à-dire que on n'a pas découvert que les gens avaient plus envie d'acheter en ligne au cours des derniers mois, hein, bien au contraire. On n'a pas découvert que le business model n'allait pas être rentable à terme. Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a un peu de surréaction des marchés. Et puis ensuite, il y a eu des facteurs plus spécifiques à certains acteurs, hein. Si on prend notre acteur français Aramis, il vend beaucoup de véhicules neufs, en fait. Les 0 km, ça s'est complètement effondré. Carvana a eu des problèmes opérationnels. Enfin, voilà. Donc, un ensemble de facteurs qui font qu'effectivement, ces acteurs ont connu une dégringolade boursière assez spectaculaire. C'est vrai que ça, voilà, ce sont des acteurs plutôt à la peine, mais au global, on l'a dit, le marché du VO est dynamique. Et est-ce que aujourd'hui, cet engouement, justement, on a une question sur le sujet, cet engouement, il n'est pas dû au délai allongé de livraison de VN à l'heure actuelle? Et selon toi, comment est-ce que ça peut évoluer? Oui, il y a eu un effet, il y a un peu eu les deux effets, hein. Il y a eu un effet de report, effectivement, quand les VN étaient pas dispo, pas mal d'acteurs se sont tournés vers le VO. Mais après, c'est quand même deux marchés qui sont très liés, hein. Surtout que là, on parle du B2C qui se concentre sur des segments B2C qui se concentrent sur des véhicules plutôt récents, hein. Pour que le business fonctionne, il faut qu'il puisse y avoir une marge brute qui va au-delà de 2 000 € pour que ça puisse tourner, en gros. Donc, on parle pas de vieux véhicules. Et du coup, les deux marchés sont quand même très intimement liés, parce que dans des pays où le business automobile est mature, enfin, des zones comme l'Europe, en fait, on est sur un marché principalement de renouvellement, hein, pas d'équipement. Donc, pour déclencher une vente VO, il faut que quelqu'un ait acheté un VN et l'ait revendu. Donc, par le biais de la reprise ou par le biais des ventes de fin de lease, hein. Si les leasers n'arrivent pas à acheter des véhicules neufs, ils vont retarder la vente, les fins de lease, et ils vont du coup aussi un peu assécher le marché du VO. Donc, les deux marchés sont très liés. Et du coup, oui, le marché a été un peu boosté durant les premières années, en fait, de la pandémie, mais maintenant, il commence plutôt à en souffrir un petit peu, en fait. Et peut-être si on se place du point de vue du segment du VO électrique, voilà, quelles sont les grandes tendances observées sur ce sujet-là qui, on le sait, voilà, a vocation à prendre de l'ampleur, vu les circonstances du marché et aussi le fait que les acteurs se structurent, mais aussi le pouvoir public sur le sujet? Ouais, alors il y a plusieurs effets, hein, qu'on peut anticiper un petit peu sur le véhicule électrique. Je pense, le premier, c'est que ça va tendre à favoriser, je pense, justement, le canal B2C de tous ces acteurs, parce qu'en fait, il y a un besoin de réassurance qui va être plus fort. Donc, je pense que vous
vous allez avoir quand même une appréhension quand même assez forte d'un particulier à aller acheter un véhicule électrique à un autre particulier. Parce que en fonction de ce qu'il aura fait avec sa batterie, ça pourra impacter fortement la valeur résiduelle. Je pense que comme sur le neuf, ça va booster le leasing. On voit émerger le leasing sur les véhicules d'occasion. Je pense que ça va émerger tout particulièrement sur les véhicules électriques pour les mêmes raisons, des consommateurs qui n'ont pas envie de prendre de risques parce que un véhicule électrique d'occasion récent aura quand même un prix assez significatif. Voilà, je pense que c'est les deux principaux effets qu'on peut anticiper sur le marché de l'occasion avec son électrification. Peut-être une dernière question avant de conclure. Une question qui rebondit sur un avertissement fait par Kazoo, qui dit que voilà, la rentabilité, elle peut être, sa rentabilité pourrait être plus difficile à atteindre parce que en fait, l'adoption de la vente en ligne va pas aussi vite que prévu. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi versus des prévisions qui ont été peut-être déjà formulées et voilà, tu as parlé de ces facteurs clés de succès aussi qui permettent aux acteurs de réussir. Qu'est-ce qui pourrait aussi accélérer finalement la digitalisation des ventes en ligne sur le VO? Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un cercle vicieux ou c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux, c'est-à-dire que l'effet que va avoir la baisse des valorisations de tous ces acteurs, c'est quand même qu'ils vont avoir une capacité à investir amoindrie. Carvana faisait des levées de fonds tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, ils vont avoir une capacité à investir plus limitée. Et on va leur demander de se concentrer davantage sur la rentabilité. Donc ça fait que, en fait, cette dégringolade boursière va plutôt tendre à ralentir le développement de la vente en ligne. Après, je pense que la tendance de fond, elle reste là. Le VO a initié la vente en ligne avant le véhicule neuf, parce que le véhicule neuf est davantage contrôlé par les constructeurs et leur groupe de distribution. Mais on voit que les constructeurs, de toute façon, même sur le neuf, se dirigent quasiment tous, et plus ou moins rapidement, mais se dirigent tous vers un modèle d'agent. Donc, je pense que cette bascule de la vente des véhicules neufs sur le online va aussi favoriser et éduquer les clients à acheter aussi des VO en ligne. Donc, moi, je reste persuadé que c'est une tendance de fond assez profonde, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, pour cette analyse, pour ce partage. C'était hyper intéressant. Merci à tous d'avoir suivi ce premier talk de la série consacrée au marché du VO en Europe et de ses innovations. Prochain rendez-vous, c'est le 15 juin. Voilà, le lien du streaming est à venir. Voilà, je recevrai Armand Fort de la société EVO qui accompagne les acteurs plus traditionnels dans leur stratégie de digitalisation. Merci encore, Olivier. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt.